Comment est-ce que l'idée vous est venue de proposer un autre code du travail alternatif comme ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur la question? Et aussi, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés les uns les autres? Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de l'été 2015 et à partir de l'automne 2015, on a eu un bombardement de rapports qui sont allés tous dans le même sens. On a eu le petit livre d'Antoine Lioncan et de Robert Badinter, on a eu le rapport Combrexel, on a eu le rapport Terra Nova, on a eu la commune Montaigne est sortie. Alors ils étaient absolument différents les uns des autres, mais tous organisés dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils avaient un grand point commun, il fallait détruire le droit du travail, qui était une chose mauvaise. Alors certains étaient sur une destruction modérée, il fallait raboter en profondeur, mais simplement raboter. D'autres étaient pour une éradication plus profonde, mais tous étaient sur le même plan, il fallait détruire, casser, abîmer le Code du travail. Et il n'y avait, il faut bien comprendre, aucun autre discours. Donc dès cette époque-là, on était vraiment tous très inquiets. D'autant que ce qui était annoncé, c'était une refonte complète du Code du travail. Donc qui dit refonte complète, dit possibilité de toucher à tout, et donc de détruire à peu près tous les domaines. Donc c'était une menace de très grande ampleur. Ce n'est pas la première attaque sur le droit du travail. Depuis une vingtaine d'années, on a des dizaines d'attaques qui à chaque fois fonctionnent plus ou moins. D'ailleurs, la plupart du temps, elles fonctionnent. Le droit du travail, c'est vraiment déjà beaucoup cassé la figure. Mais là, on est sur des domaines qui sont déjà assez peu protégés et qu'on essaye de casser encore plus. Donc ça fait vraiment très peur. Et donc on s'est dit, il convient d'essayer de voir si on peut mettre en place au moins un contre-feu. Même si ce contre-feu n'est pas très important, qu'au moins face à la déferlante qu'il y avait d'un côté, il puisse y avoir des propositions qui viennent de l'autre côté. Alors, pour riposter, eh bien, chacun peut riposter avec les armes qui sont les siennes. Alors il se trouve que moi je suis professeur de droit du travail à l'université et que je suis un technicien spécialisé en droit du travail. Et que j'ai des tas de collègues qui sont aussi des spécialistes du droit du travail, qui suivent donc de très près toutes ces réformes, et qui en suivent le détail, et qui donc en voient l'horreur détaillée. Parce que les textes qui nous sont proposés sont des textes épais que presque personne ne lit en entier, sauf les spécialistes. Et seuls les spécialistes les lisent, et à ce moment-là, nous, on voit non pas les 4 grosses, horribles mesures, par exemple, de la loi El Khomri, de l'avant-projet de loi El Khomri, mais on voit les 50 saletés qui sont dans le texte. Et quand on nous en enlève 4 ou 5, on voit il en reste encore, on voit encore les 45 horreurs qui sont dedans, qui sont souvent subtiles, souvent complexes, mais nous, comme c'est notre métier, on les voit toutes. Et c'est encore plus insupportable, si vous voulez, que pour le commun des mortels, qui est déjà horrifié, qui est déjà dans la rue. Et pour nous, c'est vraiment terrible, on passe notre temps à regarder ça. C'est notre métier, on les étudie, et ça devient au bout d'un moment insupportable. Donc comme technicien du droit du travail, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de mettre en quelque sorte nos capacités techniques au service de la construction d'un contre-projet techniquement au point, et qui s'inspire de toutes les idées qui peuvent exister par ailleurs. On n'a pas du tout de monopole des idées, les idées appartiennent à tous, tout le monde a des idées. On a pour objectif d'aller prendre des idées un petit peu partout, et de les collectionner en quelque sorte, et de les transformer en un objet technique qui soit un autre code du travail, qui soit plus adapté au temps actuel, qui soit mieux construit, plus clair, mais aussi plus protecteur, parce qu'il ne nous semble pas que le pouvoir soit en voie de disparition, ni les situations de dépendance, ni les problèmes de toutes sortes, et que par conséquent, un code protecteur est plus que jamais nécessaire, plus que jamais indispensable, et que même des nouvelles protections doivent être inventées face à des dangers qui sont nouveaux, du fait notamment des nouvelles technologies. Donc on doit inventer de nouvelles protections, on doit refonder le code du travail, et ça doit être fait en pensant avant tout aux gens qui travaillent, et pas avant tout à la petite catégorie de très très grands patrons qui rédigent actuellement les lois. Pour être honnête, au tout début, je n'étais pas sûr que c'était faisable, parce que c'est quand même quelque chose d'assez effrayant de réécrire entièrement un code. Donc j'ai commencé par réécrire un petit peu tout seul, sur ma machine à écrire, sur mon ordinateur, pour voir si c'était possible d'aborder, parce que le code du travail est une espèce de magma immonde et épouvantable, dans lequel plus personne ne se retrouve, pas même nous, les spécialistes. Donc l'idée de tout réécrire, c'était quand même une espèce d'angoisse. Et donc, d'abord, j'ai essayé de regarder si c'était possible d'essayer de faire quelque chose. Je me suis rassuré, en quelque sorte, en écrivant des petits morceaux de chapitres, en me disant, après tout, c'est pas forcément facile de faire bien, mais c'est très facile de faire mieux.
Ça, c'est vraiment à la portée de n'importe quelle personne d'un peu de bonne foi. On peut faire vraiment beaucoup mieux sans effort. Le code actuel a été lacéré, abîmé, sali. Il est vraiment très facile à améliorer. Donc, on se dit, c'est dans nos capacités, puisque c'est très facile. Donc, allons-y. Donc, du coup, c'était quand même au-delà de mes forces, évidemment, individuelles. Et donc, j'ai téléphoné et envoyé des emails, et j'ai essayé de rassembler, dans le milieu du droit du travail, toute une série de bonnes volontés. Tous ceux que j'ai contactés ne sont pas venus. Il y a eu une sorte de sélection qui s'est faite par le volontariat en quelque sorte. Il y a ceux qui voulaient bien venir et ceux qui ne voulaient pas venir. Et alors, c'était une très très bonne sélection parce que venir, c'est prendre des risques pour sa carrière. Ce n'est pas quelque chose qui va être bien vu dans l'univers assez cloisonné des facultés de droit. Donc ça suppose déjà un certain courage. Donc sélection par le courage, très bon critère, très très bon critère. Sélection aussi par l'énervement face au bouleversement réactionnaire, systématique et face à la destruction très profonde du droit social à laquelle on assiste. Et donc il fallait des gens qui soient prêts à prendre des risques parce qu'ils sont vraiment désespérés de l'évolution du cours des choses. Donc des gens qui étaient un peu motivés. Excellent critère. Et c'est à peu près les seuls critères sur lesquels finalement la sélection s'est faite. J'ai épuisé un peu mon carnet d'adresses. Alors on a vu au sein de la gauche toute une partie des auteurs qui étaient sur « Non, il ne faut toucher à rien, protégeons notre code du travail ». Bonjour à mes amis qui regardent. Et donc il faut tout protéger. Et qui me disaient des choses du genre « Emmanuel, mais si tu veux relancer une écriture du code du travail, tu vas servir les intérêts du gouvernement. Parce que tu vas dire qu'il est possible de changer les choses. Non, nous devons conserver tout ce qui existe, car tout ce qui existe, certes, est imparfait, mais nous devons tenir sur les situations actuelles. Alors, ce n'est pas du tout mon avis. On a un projet destructeur, qui est systématique depuis la fin des années 80. On a un mouvement conservateur, qui essaye de préserver les acquis, qui perd, mais qui s'accroche quand même. Donc, qui perd des petits bouts, qui s'accroche, qui perd des petits bouts. Et de l'autre côté, et plus rien. Donc c'est impossible. Tant qu'on sera avec d'un côté des conservateurs et de l'autre côté des destructeurs, la destruction est certaine. Donc il convient quand même de réfléchir non seulement à ce qui doit être conservé, il y a des aspects qui doivent être conservés, le SMIC c'est très bien, on va conserver le SMIC, les congés payés, très bien, on est pour, donc donc il y a quand même des grands acquis de l'histoire qui doivent être préservés soigneusement. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être modifiées. Et puis il y a surtout une pile de cochonneries qui ont été ajoutées par tous les gouvernements destructeurs depuis une trentaine d'années. C'est gigantesque le nombre d'exceptions, de petites complexités qui sont au service des très grandes entreprises et qui permettent de ne plus appliquer les droits sociaux. Donc tout ça, ça peut se simplifier. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas obligé de laisser toutes ces portes de contournement aux protections des salariés. Et dès lors, voilà, on s'est lancé dans ce travail. Certaines personnes auxquelles j'ai pensé sont venues. Après, je n'ai pas pensé à tout le monde, et d'autres sont venus par eux-mêmes. Spontanément, oui. C'est ça qui est assez important aussi de dire, c'est qu'après la première conférence de presse, il y a un certain nombre de collègues qui nous ont rejoints. Et donc, qui montrent aussi cette envie et aussi ce besoin parmi certains de nos collègues au-delà de la critique de ce qui se fait, de faire une contre-proposition, de construire l'alternative au code et ce faisant réfléchir sur quelque chose qui peut être véritablement plus simple, qui peut répondre aussi à la volonté de sécurité juridique qui revient tout le temps dans les discours. C'est cette clarté qui n'existe plus aujourd'hui dans le code, en tout cas pas pour tous les dispositifs qui existent actuellement. Il y a cette volonté d'avoir une clarté et quelque chose, de donner un code que aussi bien le grand employeur que le petit employeur, mais aussi le salarié seul, peut comprendre immédiatement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est l'une des préoccupations sur lesquelles il y a un consensus. Après, il y a des petites distinctions entre nous, qu'il ne faut pas cacher, et donc il y a des débats, et heureusement, c'est ça qui permet aussi d'améliorer la qualité de l'ouvrage. Et dans le discours technique, qui est le discours du juriste,
on va aussi avoir ce souci qui est un peu plus difficile pour nous dans l'exercice, c'est de rendre cette technicité appropriable par le salarié de petite entreprise ou le salarié de grande entreprise, et donc d'en faire quelque chose qui soit entre leurs mains, véritablement. Et c'est là où il y a un véritable consensus entre nous, et la différence avec les conservateurs dont Emmanuel parlait, conservateurs qui veulent garder le Code du travail tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est notamment, mais malheureusement pas seulement, il est notamment le résultat des grandes luttes historiques. Malheureusement, il y a aussi quelques défaites dans cette histoire, défaites pour la protection des salariés, sur lesquelles que nous ne voulons pas préserver. C'est aussi ça l'une des distinctions. Tout à fait. Sur la complexité, on peut rajouter la chose suivante. On nous a vendu, donc c'est un discours qui a été très 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 prégnant, qui a disparu actuellement. On n'ose plus en parler. Mais pendant tout l'automne et tout le début de cette année encore, on nous disait il faut réécrire le Code du travail parce qu'il est trop compliqué. Il est trop compliqué, notamment, alors la cible c'était les petits employeurs. Et est-ce que c'est vrai qu'il est trop compliqué ? C'est vrai. Est-ce que ça pose un problème pour les petits employeurs ? Oui, oui. Un petit employeur a vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'on lui demande d'appliquer. Et est-ce que c'est un scandale ? Oui. Ça pose aussi un problème pour les salariés qui ne peuvent pas comprendre le contenu de leur code. Et est-ce que c'est un problème ? Oui. Ça pose un problème jusqu'à l'inspection du travail qui ne comprend plus le contenu du code pour le faire appliquer, jusqu'aux professeurs de droit qui ne comprennent plus le contenu du code pour faire l'enseignement à leurs étudiants, jusqu'aux étudiants qui, alors, eux, sont encore plus perdus. Donc, est-ce que ça pose un problème, cette complexité ? Ça pose un problème énorme. Donc, le discours selon lequel il faut simplifier, qui était un discours systématique et vraiment très, très appuyé par le gouvernement pendant très longtemps, c'est un discours auquel nous souscrivons entièrement. Seulement, en ce qui nous concerne, on le prend au sérieux et on a l'intention de simplifier vraiment. Alors que eux ne font que de la publicité bas de gamme. Ce sont des escrocs, c'est presque du mensonge d'État. Comment osent-ils prétendre simplifier le Code du travail et présenter en même temps la loi, enfin l'avant-projet de loi El Khomri ? On nous dit il faut simplifier, réécrire le Code du travail. Nous allons vous donner une leçon. Nous allons réécrire entièrement le droit du temps de travail. Et comme ça, vous verrez quel est l'avenir de votre code, car nous allons le refondre entièrement et le mettre dans un nouveau plan qui a été pensé par M. Combrexel, que je salue au passage. Et M. Combrexel, qui est un penseur de petit niveau, mais qui est tout de même un penseur, pense qu'il faut mettre partout un truc en 3 parties, partout, avec une idéologie absolument brutale. Il veut voir ça absolument partout. Et donc, on a imprimer ce plan, y compris des parties qui ne correspondent absolument pas à ce qui pourrait se mettre en 3 parties. Et le résultat, c'est que, au lieu de simplifier, qui était l'annonce, le texte non seulement ne simplifie pas, mais on a même fait des petits calculs en nombre de caractères. Alors on a regardé combien il y avait de caractères dans le texte qui est refondu avant, après. Il y a une augmentation de plus de 20% du volume de texte. Ils nous ont dit, regardez comme il est épais ce texte, c'est épouvantable, il faut le simplifier, faisons-le grossir donc. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est de l'incompétence ? Sincèrement, je pense qu'il y a une petite part d'incompétence, oui, quand même. Mais ça n'explique pas tout, on a quand même des gens qui sont intelligents et qui sont capables d'écrire des textes un peu plus clairs que ce qu'ils font. Ils ont tout réécrit, ils auraient pu quand même faire mieux que ça. Et sincèrement, lorsqu'on attendait, nous, parce qu'on était en train de préparer, de travailler déjà pour avoir notre contre-feu, lorsqu'on a vu l'avant-projet de loi arriver, moi je me disais, bon, ils ont tout refondu, ça va être très réactionnaire, ça va être inspiré par l'idéologie néoconservatrice, ça va être destructeur, ça sera peut-être bon. Techniquement, ça sera peut-être clair. Et là, évidemment, on aura du mal, parce que nous, on aura quelque chose qu'on aura essayé de faire au mieux, et si eux aussi, ils ont un truc pas mal, on dira, bon, c'est une lutte exclusivement politique, mais au niveau technique, les gars, ils sont à peu près au même niveau, mais c'est du bon niveau. Quel soulagement. Quel soulagement. La nullité technique de ce texte nous a vraiment beaucoup soulagés. Il n'y a absolument aucune commune mesure entre nos efforts, qui sont bien évidemment imparfaits, et les leurs, qui sont
destructeur. C'est inouï. Alors, eux, ils augmentent le texte. Nous, on est quand même arrivé à réduire par 3 la quantité de texte applicable. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'équivalent de 100 pages, nous, on passe à 30 pages. On n'a pas non plus comme objectif de détruire complètement la réglementation. Pas du tout. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut un code avec des règles égales pour toutes, prévues par le législateur, et qui soient protectrices, et qui soient suffisamment précises et détaillées pour qu'on puisse les appliquer avec une certaine sécurité. Donc, on ne fait pas un truc en 40 petits principes qui s'envolent. Quand on divise par 3, il en reste. Parce que le gros paquet, bon, vous divisez par 3, attention, hein, c'est pas quelque chose qui va se lire en une journée en sifflotant sur la plage. Il s'agit quand même, à la fin, de ce qu'on va rédiger, ça sera quand même un code du travail avec pas mal de règles. Le code de la route, il y a pas mal de règles. Le droit du travail aussi, il doit y avoir un certain nombre de règles. Ça règle quand même la vie des personnes. Les gens travaillent, ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de toute une série de choses. Il faut prévoir toute une série de règles qui servent à protéger les gens. La charte de vie de toutes les personnes au travail demande qu'on s'y intéresse un tout petit peu dans une société civilisée. Donc on fait un code qui est 3 fois plus petit, mais je vous assure que c'est quand même encore un code qui est assez substantiel, assez concret. Alors eux, ils veulent encore multiplier le volume, mais alors, ce que je disais, d'ailleurs, je reviens, ce que je disais, c'est que, est-ce que c'est de l'incompétence ? Est-ce que c'est de l'incompétence ? Peut-être en partie, mais je pense que c'est principalement autre chose que de l'incompétence. Les dispositifs qui sont dans la loi El Khomri peuvent être qualifiés, selon le point de vue que l'on a, d'abject, ça sera mon point de vue, ou alors d'impopulaire, ça sera leur point de vue. Mais dans un cas comme dans l'autre, il convient de le cacher. Si c'est vu, c'est vraiment soit très impopulaire, soit visiblement ignoble, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que tout le monde veut cacher. Et vous ne cachez rien quand vous êtes simple. Si vous êtes simple, vous êtes visible, vous êtes immédiatement perceptible, et là vous déclenchez un torrent de colère. Les mesures qui sont dans ce texte ont de quoi déclencher vraiment un torrent de colère. Et celles qui restent encore, après la modification de Manuel Valls, elles sont vraiment encore absolument abjectes. Et donc ces règles-là, si vous voulez les faire passer, il faut les cacher dans un magma. Parce que ce gros magma-là, il ne peut pas passer au JT, il ne peut pas passer à la télévision, il ne peut pas passer dans les journaux, il ne peut passer nulle part. Et donc personne n'arrive vraiment à comprendre ce qui est dans ce texte, et du coup, vous pouvez passer toutes vos saletés grâce au rideau de complexité que vous avez mis devant les gens. Donc je pense qu'il y a une part de recherche de la complexité aux visées de destruction des protections élémentaires. Et pour répondre aussi à l'architecture proposée par le rapport Combrexel et mise en application à l'expérience sur le temps de travail, avec cette architecture d'ordre public, du négociable et des dispositions supplétives, en fait, on voit la philosophie qui est derrière, c'est-à-dire qu'on veut favoriser la négociation collective, c'est-à-dire laisser place à ce qu'ils appellent la démocratie sociale. Mais en vérité, s'il n'y a pas d'accord collectif signé, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, l'employeur va pouvoir mettre en œuvre, malgré l'absence de convention collective, va pouvoir mettre en œuvre ce qu'il voulait dès le départ par décision unilatérale. Et donc, en ce faisant, ça emporte deux conséquences. On donne plus de prérogatives à l'employeur et on n'encourage absolument pas l'employeur à signer un accord collectif. Quel intérêt a-t-il de concéder des avantages aux syndicats si, in fine, il peut décider, en attendant la fin de la négociation, pour décider unilatéralement ce qu'il voulait mettre depuis le départ, tout seul en place. Et donc, à travers cette architecture qui est destinée à complètement structurer l'ensemble du Code du travail, on se propose, nous, à travers notre Code, de proposer une autre architecture, une autre pensée de la matière. Et de ne pas non plus se fondre au sein d'une seule idée, qui est celle du rapport Combrexel. C'est-à-dire cette mascarade de négociation collective. Et donc, évidemment, on fera place à la négociation collective, mais une négociation qui sera nécessairement loyale et qui, au contraire, à rebours de la loi, de l'avant-projet de loi El Khomri, forcera l'employeur à obtenir un accord avec les syndicats pour obtenir une certaine flexibilité. Et c'est ce qu'on propose notamment à travers quelques exemples
dans les mesures phares sur le temps de travail, ou si l'employeur veut une modulation du temps de travail, une modulation donc avec des périodes hautes de travail au-delà de 35 heures, ça reste la référence de notre projet, si ils sont compensés par des périodes basses en deçà de 35 heures, avec une moyenne sur l'année ou sur le trimestre de 35 heures, justement, précisément, la contrepartie qui sera faite à cette flexibilité, c'est que la moyenne doit baisser. Et donc c'est pour ça qu'on propose que, pour le trimestre, si je me souviens bien, on propose que la moyenne ne soit plus à 35 heures, mais à 32 heures. Et donc la contrepartie, c'est de libérer le salarié des contraintes du travail, qui est la contrepartie de la flexibilité accordée à l'employeur. Et il ne pourra l'obtenir qu'à travers la négociation collective et pas par une décision unilatérale qui décide tout d'un coup et que éventuellement l'employeur pourra modifier selon son bon vouloir d'une semaine à l'autre. Donc là, il y a véritablement, sur la philosophie et sur l'architecture générale de la matière, une opposition franche avec le rapport Combrexel et avec la philosophie qui anime les 120 quelques pages qui demeurent telles quelles dans l'avant-projet El Khomri et qui n'ont pas été modifiées d'un iota par les quelques reculades de Manuel Valls. Une question, c'est comment est-ce que le Code du travail en est arrivé à être aussi épais et complexe et aussi illisible ? Il suffit de prendre un exemple. Si vous voulez interdire le travail le dimanche, ça vous prend une ligne. Puis rapidement, vous vous dites, il y a quand même un certain nombre de cas dans lesquels on veut que les gens puissent travailler le dimanche. Les hôpitaux, les stations-service, les cinémas, enfin vous en mettez. Et puis, au bout d'un moment, l'évolution des idées libérales fait que l'objectif est de faire travailler davantage les gens le dimanche. Alors vous n'allez pas toucher au principe, bien sûr, qui restera la prohibition du travail le dimanche, parce que ce serait prendre à rebours le corps social. Vous allez rajouter des exceptions, sans jamais toucher à celles qui ont été rédigées avant, puisque vous êtes favorable à l'extension des exceptions. Donc vous ne faites jamais de refonte, vous rajoutez des exceptions, vous rajoutez des exceptions, vous rajoutez toujours des exceptions, vous en rajoutez encore. Actuellement, on a la ligne qui dit, en principe, repos le dimanche. Vous avez 30 pages d'exceptions derrière. Et qui se répètent d'ailleurs, puisque l'objectif est toujours qu'il y ait plus d'exceptions. Donc les gens rajoutent une exception qui a déjà été prévue un petit peu avant, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas bien pris le temps de relire, de toute façon l'important c'est d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Donc actuellement vous avez une accumulation de textes absolument gigantesque, avec des exceptions redondantes qui se recoupent, si vous reprenez simplement ce qui existe et vous en faites la synthèse, vous divisez par 3 le volume. Si vous réfléchissez à ce qui est vraiment nécessaire comme autorisation de travailler le dimanche, et à ce qui ne sert pas à grand-chose, vous diminuez encore, et à la fin, en 3 pages, vous avez la liste nécessaire des exceptions. 3 pages d'exceptions, c'est très bien. 30 pages d'exceptions, c'est grotesque. Et donc, on en est dans le grotesque. C'est la même chose dans toute une série d'hypothèses. En fait, ce gonflement-là vient de l'augmentation des exceptions. Première raison. Deuxième raison de la complexité, c'est l'aspect communicationnel de la loi. La loi sert de communication aux gouvernants. Lorsque vous voulez dire que vous luttez contre le chômage, ce qui est très important pour un gouvernant de dire qu'il lutte contre le chômage, comment faire ? C'est très difficile de lutter contre le chômage. On ne peut pas dire qu'ils y arrivent très bien d'ailleurs, mais c'est dur, c'est vraiment dur. Alors, mais ne rien faire, l'inaction face à un tel fléau serait évidemment très sévèrement ressenti par le peuple, par l'opinion publique. Donc si vous voulez dire que vous luttez contre le chômage, le mieux c'est encore de faire une loi contre le chômage. Alors ça vous fait un bon effet, mais qui ne dure pas très longtemps, c'est comme un spot télé, il faut en faire beaucoup. Donc vous en faites une, vous en faites 2, vous en faites 3, vous en faites 4, vous en faites 10, vous n'arrêtez pas. Par exemple, on fait des petits contrats aidés, des petits contrats spéciaux, des contrats de ceci, spécial jeune, spécial vieux, spécial machin, spécial chômeur longue durée, avec une durée un peu plus longue, une subvention un peu plus courte, ou que sais-je encore. Alors, sur ce modèle-là, on a créé déjà au moins une bonne 60aine de contrats spéciaux. Donc vous avez cette accumulation de spots publicitaires et d'exceptions complexes qui fait qu'on a aujourd'hui un espèce de truc qui est vraiment très difficile à appliquer et qui ne correspond en rien à une accumulation d'avantages. Pas du tout. C'est pas parce que vous multipliez les spots publicitaires, c'est pas parce que vous multipliez les exceptions au principe que vous multipliez les protections. Pas du tout. Et pour rebondir aussi, c'est même ce qui est assez étonnant, c'est au-delà
de l'aspect communicationnel, c'est que cet aspect communicationnel a été complètement institutionnalisé. Et ça se voit dans la relation entre le gouvernement, les gouvernements nationaux et la Commission européenne. Car tous les ans, les gouvernements des États membres doivent présenter un plan national de réforme. C'est-à-dire que tous les ans, ils doivent montrer « j'ai fait une réforme ». Vous m'avez dit l'an dernier, il fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Regardez, je l'ai fait. Et donc, le discours de la réforme est carrément aujourd'hui institutionnalisé. Il est dans les rouages, non seulement des administrations nationales, mais carrément dans le rouage entre le national et l'européen. Ce qui est totalement assez étonnant que cette communication folle soit totalement institutionnalisée dans les relations entre les différentes institutions. Et ce qui est assez prégnant quand on regarde justement les recommandations de l'Union européenne de l'an dernier sur les accords de maintien de l'emploi qui sont remis, qui sont plus ouverts aujourd'hui dans l'avant-projet El Khomri. C'est-à-dire les accords de maintien de l'emploi, c'est lorsqu'une entreprise commence à avoir des difficultés économiques, l'employeur peut signer un accord qui va baisser le taux horaire de la rémunération, augmenter le nombre d'heures, donc jouer sur plusieurs leviers pour, grosso modo, baisser la charge de la masse salariale et pour relancer l'entreprise. Et face aux accords de maintien de l'emploi, qui est un échec patent du gouvernement actuel, ça a été mis en place par le gouvernement actuel, il n'y a eu que 7 ou 8, je crois, accords, alors que la France ne connaît pas une situation idyllique en matière économique. Et malgré cet échec, reconnu par le gouvernement, dans sa communication avec la Commission européenne, reconnu par la Commission européenne, malgré tout, ils disent, la Commission européenne recommande au gouvernement français, il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Là, on a très clairement la preuve de l'idéologie, c'est-à-dire ils ne pensent pas que leurs idées ne peuvent pas marcher. Et donc, dans la loi El Khomri, ils répondent à la recommandation de la Commission européenne, et donc, ils élargissent le domaine des accords de maintien de l'emploi, qui aujourd'hui, donc plutôt dans l'avant-projet El Khomri, est possible même lorsque l'entreprise n'a pas un commencement de difficulté. Ce qui est totalement scandaleux, parce que avec ce type d'accord, le but, c'est de casser le contrat de travail, la résistance que le salarié pouvait avoir à travers son consentement au contrat. Et donc là, ce qui est assez étonnant et totalement paradoxal, c'est qu'on se départit totalement de la véritable idéologie libérale qui, normalement, devrait préserver le consentement du salarié, le consentement des parties, et donc notamment du salarié. Et là, non, on veut imposer une hiérarchie entre l'accord collectif et le contrat pour casser toute résistance d'un salarié qui ne voudrait pas voir son salaire baisser ou ses horaires augmenter. Et bien, s'il refuse l'application de l'accord, c'est la porte. Licenciement pratiquement auto-justifié par son refus. Derrière la flexibilité du temps de travail, derrière la possibilité qui est actuellement accordée à l'employeur de se saisir de tous les temps, y compris des temps soi-disant de repos des salariés, il y a une évolution importante dans l'idée de subordination.